Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale été, un condensé de l'actualité préparé par les équipes du Grand JT des Territoires. Regardez. Il suffit de tendre l'oreille pour entendre résonner les premières notes qui s'élèvent dans le hall 3. Au bout des doigts, Giovanni interprète un morceau qu'il a lui-même composé. Moi je viens ici souvent pas pour aller prendre un train parce que c'est pas mon objectif, je viens vraiment juste pour rencontrer les gens. On va dire que la moitié des gens qui sont assis je les connais parce qu'on est devenus tous amis entre nous et on a quasiment une mini communauté de pianistes. Une communauté de pianistes qui intrigue les voyageurs venus profiter de l'événement en attendant leur train. C'était super, très intéressant, plein de styles différents, plein de niveaux différents. Et ils avaient tous quelque chose à montrer, donc non, c'était franchement un bel événement. À la gare Saint-Jean, 8 candidats participent au concours À vous de jouer, organisé par la SNCF depuis plus de 10 ans. Après délibération du jury, un nom résonne au micro. Mathis Bastos, du haut de ses 19 ans, il remporte la finale régionale. Quand je suis au piano, je ressens beaucoup de choses. C'est vraiment important pour moi de me sentir libre au piano et donc des fois je m'emporte un peu parce que ça me fait ressentir beaucoup d'émotions. Nommé parmi les 12 finalistes, Mathis jouera dans une gare parisienne lors de la finale nationale pour tenter de remporter un piano, une session d'enregistrement en studio et même une première partie de concert dans un festival. L'intelligence artificielle est partout. Chaque année, le salon Vivatech réunit à Paris tous les acteurs qui font bouger l'économie et la société. L'occasion pour le groupe LVMH de présenter toutes ces nouvelles innovations réalisées par des start-up partenaires. Regardez cette visite guidée de Vivatech avec Christophe Rigaud. C'est le plus grand rendez-vous européen des start-up et de la technologie. Le salon Vivatech réunit chaque année le meilleur de l'innovation. L'occasion pour le groupe LVMH de présenter ses plus belles maisons et ses projets de collaboration avec des start-up. Cette année, le numéro 1 du luxe propose des solutions innovantes dans 3 domaines. D'abord pour l'expérience client, qu'elle soit la plus luxueuse possible, qu'elle soit la plus fluide possible et la plus élevée possible pour nos clients. Le deuxième domaine, c'est sur la désirabilité de nos marques, c'est-à-dire d'être capable de faire des produits d'une qualité exceptionnelle. Et enfin, le troisième domaine, qui est très important parce qu'on est dans le luxe et parce qu'on est leader du luxe, c'est le leadership exemplaire. Donc, beaucoup d'innovations dans les domaines du développement durable, de la sustainability, de la diversité, et puis dans les domaines technologiques également, pour avoir une IA qui soit responsable et centrée sur l'humain. À Vivatech, 11 maisons du groupe LVMH sont représentées. Direction, le stand de la Maison Dior. On va effectivement présenter 2 innovations extrêmement importantes, tout ce qui va permettre d'anticiper la personnalisation de l'expérience client sur le web avec une très belle collaboration entre la maison Dior Couture et une start-up qui s'appelle Kauna. Voilà, donc ça c'est comment on va effectivement apporter de la valeur à un internaute, à un potentiel client qui va arriver sur le site web de Dior Couture, qui n'est pas forcément connu, et aussitôt on va lui proposer une forme de personnalisation de ses pages. Donc voilà, très impactant, avec une sélection de produits qui va faire qu'il va être encore plus attiré par les produits de la marque. Des innovations qui touchent également la gestion des magasins et sa logistique. Dans nos maisons, on a des plateformes digitales, mais on a surtout des magasins. Donc les magasins, c'est très important. C'est l'objectif de faire venir les clients au magasin. Il y a une très belle un très beau projet qui est présenté par Dior Couture avec une société qui s'appelle Scandit pour faciliter tout ce qui va être l'identification des produits en magasin, la localisation des produits en magasin, le comptage et le stock en temps réel. Donc vous voyez, on commence au début de la chaîne avec la personnalisation de la relation client et on arrive dans le magasin, dans le stock pour identifier les produits. Cette année, 3 de ces startups ont reçu un award de l'innovation du groupe LVMH. C'est le cas de la société Kauna qui a été récompensée pour sa collaboration avec la Maison Dior. Je suis persuadé que vous avez déjà vu le travail de cette entreprise spécialisée dans les ouvrages architecturaux et pourtant, vous ne la connaissez pas. Viry, une entreprise vosgienne, a notamment réalisé les anneaux olympiques posés sur la Tour Eiffel l'été dernier. Regardez ce reportage de notre partenaire Vosges TV qui a pu rencontrer les gens de cette entreprise. Regardez. Un escalier monumental pour une gare du Grand Paris. Il fait quand même 150 tonnes de poids.
et les diviser en 12 secteurs. Un ouvrage complexe de 48 mètres de haut, reflet du savoir-faire de l'entreprise de construction métallique Viry à Éloie. Créée en 1965 par Bernard Viry, la petite société de chaudronnerie, initialement dédiée aux particuliers, est depuis devenue grande, avec des chantiers qui ont notamment fait sa renommée. Notre spécialité, c'est l'ouvrage sur mesure, architectural, travaillé, qui allie le complément d'un savoir-faire d'ingénierie avec celui de l'atelier. On a travaillé dans les projets d'aérogare à Paris, une structure métallique vraiment de la dentelle très fine. Ça, je pense que c'est un des chefs-d'œuvre de l'entreprise. Rachetée en 2007 par le groupe Faya, la société Viry emploie désormais 85 salariés pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros par an. Avec une quinzaine de projets chaque année et un carnet de commandes qui ne cesse de s'étoffer, l'entreprise se porte bien et se diversifie même avec le travail de la tôlerie notamment, comme ces modules, 2600 au total qui viendront habiller les murs d'une gare à Clichy. Bonjour Christian. Viry, c'est aussi l'entreprise qui a réalisé les fameux anneaux olympiques suspendus à la Tour Eiffel pendant les Jeux de Paris. Un ouvrage de 30 tonnes, 29 mètres de large, 13 de haut et près d'1 an de travail. Quand on parle d'anneaux, on dit bah oui, c'est que des ronds. Mais non, c'est pas que des ronds, il y a tout ce qui est connexion et liaison entre les éléments, et il y a la répétitivité qui permet d'avoir une fabrication, ce qu'on appelle plutôt industrialisée, qui permet de préparer toutes des séries d'éléments qu'on viendra assembler par la suite. J'ai connu beaucoup de chantiers avec des contraintes, mais ce chantier-là est quand même particulier. On sait qu'il a été vu par un grand nombre de personnes dans le monde entier. Un beau coup de projecteur sur l'entreprise qui garde tout de même une certaine amertume de l'expérience, puisqu'à l'issue des Jeux, les anneaux n'ont pas pu être conservés et ont été refondus, contrairement aux Agitos, des Jeux paralympiques également réalisés à Éloie, qui eux ont été installés de façon pérenne devant le pôle d'activité multisport à Bobigny. Le programme Erasmus est très plébiscité par les jeunes qui souhaitent étudier dans des établissements d'enseignement à travers le monde. C'est le cas notamment pour des étudiants maltais et espagnols qui ont atterri à Fort-de-France en Martinique. Une première pour les locaux qui souhaitent pérenniser ces échanges à l'avenir. Regardez ce reportage de notre partenaire sur place via ATV. It's impressive. The colors. Ce sont les premiers pas de Patricia dans les rues de Fort-de-France. L'architecture de la bibliothèque Schulcher émerveille l'étudiante madrilène en tourisme. En Espagne, c'est très différent. Je n'ai jamais vu une architecture pareille. Je pense que c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. C'est très impressionnant et magnifique. À quelques monuments de là, Dominique, cet étudiant en tourisme maltais, n'en est pas à sa première fois dans l'arc antillais. Après la Jamaïque, il a hâte de découvrir tous les joyaux de la Martinique. J'ai vraiment hâte de découvrir la Martinique. Je suis très intéressé par la nature. J'espère pouvoir visiter la montagne Pelée et faire des activités aquatiques. Le but de cet échange est aussi de développer la communication entre ces étudiants européens. Ce sont des natifs et nous, on apprend l'anglais et l'espagnol, donc c'est l'occasion de pratiquer. Et pour eux aussi, puisqu'ils apprennent le français. Et donc, c'est vraiment l'occasion d'échanger. Il est important pour nous, Caribéens, habitant sur une île, de pouvoir rencontrer d'autres cultures en dehors de la Caraïbe. Nous faisons également cette ouverture avec la Caraïbe, mais nous saisissons l'opportunité d'ouvrir notre lycée à l'Europe et aux pays membres de l'Union européenne. Il était une fois un boulanger et sa technique d'antan, Maxime façonne son pain comme au Moyen-Âge sans électricité. Une technique qui a fait la différence à la dégustation et qui a donc su séduire ses clients. Rencontre avec ce boulanger pas comme les autres, proposé par Moselle TV. Ici, pas de bouton ni d'électricité, seulement le feu, la patience et des gestes anciens. Maxime, passionné par la boulangerie depuis toujours, façonne son pain comme au Moyen-Âge. Ouais, ça tu peux mettre dedans, comme ça fera pas de. Depuis que je suis ado, en fait, j'ai envie d'être boulanger. Et mes parents ils m'ont dit ouais, tu pourrais être boulanger, mais d'abord fais des études. Donc j'ai fait des études et puis finalement le travail
que je faisais d'ingénieur m'a pas plu. Et j'ai dit par contre la passion de faire du pain, je l'ai toujours. Et donc j'ai commencé à en faire plus dans des fours électriques. Et après j'avais envie de passer à la suite, c'est-à-dire faire du pain comme à l'ancienne. Je me dis qu'à terme, c'est cool de revenir aux savoirs ancestraux, puisque tout ce qui est four électrique, c'est pas forcément éternel. Et pour arriver au résultat escompté, il faut s'y prendre à l'avance. Ce qui va différer, c'est vraiment le temps aussi de chauffe. Quand on allume un four à bois, il faut s'y prendre 3 heures à l'avance. Il faut avoir du bois sous la main, il faut avoir découpé du bois. Après quelques pizzas pour lancer la chaleur, Maxime répartit les braises dans le four. La sole doit être bien chaude. J'aimerais qu'il y ait une chaleur uniforme dans tout mon four. Donc je vais tirer les braises. Puis vient le moment de débraiser. Il retire les braises, nettoie la pierre. Le dernier coup de balai pour être sûr. Et là, on est bon. Et enfin, les pains sont prêts à être enfournés. Une technique qui fait la différence au moment de la dégustation. Il y a aussi un peu ce goût de feu de bois qu'on peut que retrouver dans une enceinte où il y a eu des cendres, où vraiment de la fumée est passée. Et donc, c'est comme ça que c'est ce qu'on retrouve vraiment dans les feux de bois, dans les fours à bois traditionnels. C'est une belle fournaise, ça! Maxime viendra partager sa passion lors de l'événement « Il était une fois une ferme » à Center Parcs. Je vais faire une fournée, mais totalement ouverte. Et je prépare ma pâte le matin, donc là tout le monde pourra venir pétrir. À midi, je préparerai probablement pizza et tarte flambée, on verra. Et après, à la fin, il y aura le débraisage, l'enfournement, le défournement, et à la fin, une dégustation du pain qui sort, et on espère qu'il sera bon. Une activité d'autrefois qu'il exerce avec grande passion, aux côtés des bénévoles et adhérents de l'association. Amateurs de fromage, vous allez adorer ce reportage. Devenu un emblème de la gastronomie française, le Beaufort est un produit au savoir-faire unique. Originaire de la Savoie, ce fromage fait sa renommée grâce à sa texture ferme et fondante. Alors, à vos papilles, avec ce reportage de notre partenaire 8 Mont-Blanc. Chloé Luneur. Une texture lisse couleur ivoire, un talon concave et une croûte plutôt épurée. Pas de doute, ce sont bien ici les caractéristiques du Beaufort. Mais avant de devenir une meule à pâte pressée cuite, ce prince des gruyères typique de Savoie est passé par un processus de fabrication bien précis, comme ici à la coopérative laitière de Moutier. On se trouve dans l'atelier de fabrication de Beaufort et comme on peut le voir, le lait qui a été collecté ce matin, donc le lait chaud de la traite du matin, plus le lait froid d'hier soir, est mis dans les cuves, chaudron de 6000 litres de lait, dans lesquels on va mettre jusqu'à 5400 litres de lait en ce moment pour faire 12 meules. On remplit, pendant qu'on remplit, ça chauffe. Et quand la cuve est pleine, à ce moment-là, le fromager rajoute la présure. Une fois cette enzyme naturelle ajoutée, place au décaillage pour obtenir des perles de fromage. Puis c'est au tour de la cuisson de faire son job. Le Beaufort appartient à la famille des fromages à pâte pressée cuite. Le pressage, c'est après. La cuisson, c'est dans le chaudron. On va monter de 33 degrés à 54 degrés en 40 minutes. Quand c'est bon, on attend encore un petit peu pour peaufiner les gouttages. Et après, on moule les fromages. Après moulage, les fromages restent en moyenne 20 heures sous presse, puis ils sont refroidis et immergés dans une eau saturée en sel. Ce n'est que 24 heures plus tard qu'ils rejoignent les caves d'affinage, où en moyenne 500 meules sont stockées à minima 5 mois, avec la particularité d'être affinées à la main et dans des caves datant des années 50. Il faut une température contrôlée, entre 6,5 et 9,5, 10 degrés, et avec un taux d'hygrométrie assez élevé, entre 90 et 95%. Au cours de cet affinage, les fromages sont retournés, donc ici à la main, et frottés avec de l'eau salée. Toutes les tâches difficiles de retournement à la main ou de faire tourner la meule sur le bord de la planche, c'est fait par le robot. C'est quand même nous qui décidons de la force de la brosse, la pression qu'on exerce, de la quantité d'eau qu'on injecte, du nombre de tours qu'on fait, et bien sûr qu'il va y avoir un contrôle visuel avant. Un travail moins pénible pour les salariés donc, mais identique dans la technique, avec quelques mois plus tard des Beauforts qui se retrouveront en vitrine. En moyenne, la coopérative fabrique près de 18 000 meules chaque année. Toujours en matière de savoir-faire dans nos territoires, la société Brin propose du mobilier fabriqué avec du
Carton, une conception locale qui a su se démarquer en étant présent sur des événements d'envergure tels que le Tour de France par exemple. Reportage de LMTV Sarthe, Alexandre Ferrer. Des chaises, une table, voire même un espace détente. Tout en carton. Les spécialités de cette société sartoise. Depuis 10 ans, Brin propose une conception de matériaux bas carbone et en circuit court dans le milieu de l'événementiel. Le carton est disponible aux 4 coins de la France. Et l'utiliser, ça nous permet de limiter le transport énormément. Des événements toujours plus grands. En 2016, l'entreprise produit 10 000 exemplaires de tabourets pour les spectateurs du Tour de France. C'est ce concept qui m'a permis de me lancer dans l'aventure Brin. Et puis là, on a l'exemple 2 ans après, tabouret officiel du Tour de France. On a travaillé en direct avec ASO. C'était un rêve. De l'impression à la découpe, une dizaine de minutes suffisent pour la mise en forme de ce chevalet. Alors là, on va vérifier le produit et ses pliages. Voilà, cette découpe-là, elle permet d'assurer un pliage et puis de donner la forme au produit. Quand Nicolas Stoufflet et son équipe se déplacent de ville en ville, l'engouement est toujours au rendez-vous pour le jeu des 1000 €. Plus ancienne émission de radio de France, les spectateurs répondent toujours présents pour tenter de remporter le Super Banco. Regardez cette immersion lors d'une étape dans l'Aube avec Canal 32 sur place. Chers amis, bonjour! C'est le jeu iconique de la radio en France. Quand Nicolas Stoufflet et son équipe se déplacent pour un enregistrement, le public répond présent. Plus de 200 personnes se sont massées dans la salle des fêtes d'Hervy-le-Châtel pour l'émission de France Inter. Il y a un attachement à cette émission. C'est pas une émission de radio comme les autres. C'est un petit spectacle. On l'écoute souvent d'une génération à l'autre et on a envie de voir comment ça se passe et peut-être participer. Donc il y a vraiment un lien qui est créé entre les auditrices, les auditeurs de différentes générations et nous. On se rencontre. C'est pas une émission de studio, c'est une émission en public. Ça arrive parmi... Bien sûr, le métallophone emblématique est de la partie. L'autre nom, disons, du Rio Grande. Le jeu des 1000 € est organisé pour les communes, par les communes. Ça fait connaître la commune, son patrimoine. Je suppose que les personnes doivent faire un petit tour dans Hervy avant de venir à l'émission. Quel égyptologue français a étudié la pierre de Rosette? En 2h30, les 5 émissions de la semaine sont enregistrées. Les candidats participants ont été sélectionnés directement dans le public, quelques minutes avant l'enregistrement. Moi, j'écoute le jeu des 1000 € depuis 30 ans. Et puis, il y a une complicité avec mon fils. On on parle beaucoup du jeu des 1000 € et je suis très émue d'être là. Je suis fan du jeu, je l'écoute tous les jours. Mais ça fait partie de l'environnement familial. Question blanche, bleu, rouge, banco, super banco. La rythmique est bien rodée. Malgré les codes historiques, le jeu séduit toujours. L'audience ne cesse d'ailleurs de progresser. Le jeu des 1000 € revendique aujourd'hui 1 800 000 auditeurs. Connaissez-vous les cafés joyeux? Ces établissements sont un modèle d'inclusivité. Ils s'implantent partout en France, présents par exemple à Rennes, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg ou encore depuis peu à Lille. Ces établissements n'emploient que des personnes en situation de handicap. Un concept qui plaît beaucoup aux clients. Présentation avec notre partenaire WEO TV dans le Nord. C'est un café pas tout à fait comme les autres, en plein cœur de Lille. Un lieu qui porte bien son nom. Café joyeux! Car ici on prépare des cafés, des repas, mais aussi et surtout des sourires. Sa mission, offrir un emploi à des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Charles-Henri fait partie des employés. Ce matin, il est au comptoir, mais ses missions sont variées. Le service, la caisse, un peu de plonge, un peu de cuisine quand c'est notre tour en cuisine, et puis préparer les commandes. Une polyvalence notamment permise par Élise, superviseur. Elle guide au mieux les employés du café, comme Camille. Si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui manque, on incite à aller voir, on indique, on montre les choses à faire. Et puis après, au fur et à mesure que les équipiers apprennent tout seuls, on peut les laisser en autonomie sur pas mal de choses. Ouais. Julien est chef de cuisine. Lui aussi accompagne les équipiers dans leur mission, notamment pour la plonge. Une double casquette qui n'est pas de tout repos. Ici, tout est fait pour faciliter le travail des employés. Par exemple, ces Lego colorés qui leur permettent de repérer les tables associées à chaque commande.
Un fonctionnement qui rend possible un service de qualité à la clientèle, mais c'est surtout la personnalité des serveurs qui l'a séduit. C'est absolument génial, hein. C'est de se faire accueillir comme ça par des gens qui sont absolument heureux de travailler et tout, c'est génial. Un petit mot, un remerciement, le livre d'or est là pour ça, et il ne manque jamais de messages. Ça fait du bien parce qu'au moins, ils sont constructifs, les messages sympas comme tout, c'est sympathique, voilà, c'est bienveillant. Un succès qui fait la fierté du gérant. Ça a très bien marché dès le départ, autant que ce soit pour l'affluence que pour la cohésion d'équipe et l'efficacité du travail. Ce lieu d'inclusion, de partage et de joie est le 21e à ouvrir en France. Au total, ce sont 7 personnes en situation de handicap qui y travaillent pour le moment. Véritable emblème de la gastronomie bretonne, le kouign-amann est une spécialité à base de pâte feuilletée, de beurre et de sucre caramélisé. Originaire du Finistère, c'est pourtant un boulanger d'Ille-et-Vilaine qui a reçu cette année le titre de meilleur kouign-amann de Bretagne. Partons tout de suite découvrir les secrets de fabrication avec ce reportage de TV Rennes. Et n'oubliez pas vos couverts et votre assiette. Voici le meilleur kouign-amann de Bretagne. N'en déplaise aux Finistériens, il a été conçu ici à Béton par Frédéric Lecam. Et pour ce faire, c'est tous les employés de la boulangerie qui ont mis la main à la pâte. Chacun me donnait sa version. Alors, il y en a, c'était pas assez cuit, trop salé, trop de caramel. Donc à chaque fois, j'essayais de modifier les critères pour que ce soit unanime à la fin. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, bah là, celui-là, il est bien, il est abouti. Alors je sais pas si c'était du lard ou du cochon, parce qu'ils en avaient tellement marre de manger du kouign-amann que peut-être qu'à la fin, ils m'ont dit, oui, celui-là, il est bon. Enfin, pour finir, je suis parti sur la recette qu'on avait déterminée. Cette année, c'est vous le meilleur, quoi. C'est moi le meilleur. Je prends. Pour ce costard-mauricain, c'est la consécration après 4 tentatives, dont la première, il y a plus de 20 ans. C'est vraiment un prix qui me plaît parce que j'aime bien le kouign-amann, je suis breton pur beurre, on va dire. Dans nos professions, aujourd'hui, il faut toujours aller plus vite. Donc gagner un produit traditionnel, je trouve que c'est super. Et quand on lui demande le secret... Que ce soit croustillant autour et puis bien moelleux à l'intérieur. Et qu'il y ait un bon goût de caramel. Le boulanger remettra son prix en jeu l'année prochaine, même s'il a avoué espérer le garder quelques années. C'est une mode étonnante dans le monde du sport amateur, les albums de vignettes à collectionner. Comme les Panini pendant les Coupes du Monde, de nombreux clubs amateurs créent leur propre album à l'effigie de leurs licenciés. Et la formule rencontre un succès dingue. Un reportage de notre partenaire Puissance Télévision, Gaël Bossu. Il y a moi ici, regarde. Les stars, ce sont elles. Elles n'ont pas encore 13 ans, mais les handballeuses de l'ASPTT Bar-le-Duc ont le droit à leur propre album de vignettes à collectionner. Enfant, on est plein de fois, on est là. Mais oui, vraiment. C'est un peu stylé, ouais. Et puis aussi, on est un peu fiers, du coup. Déjà, quand on voit par exemple nos têtes sur un journal, on est contente. Alors maintenant, sur un cahier et sur des vignettes comme ça. Comme elles, les 376 licenciés et bénévoles du club ont leur place dans cet album qui rappelle les fameuses vignettes Panini. Succès immédiat. En quelques jours, toutes les vignettes commandées ont été dévalisées. On est en rupture de stock de vignettes un peu partout, donc ça marche plutôt très bien. Les gamins sont super réceptifs, les adultes aussi. Là, les seniors filles, on s'est changé même les vignettes pour aller en déplacement. C'est super valorisant, je trouve, pour la sauce de faire ça. Un projet peu commun que les clubs amateurs adorent depuis plusieurs années. Même succès au club de foot de Marne-Aval, à tel point que des bourses d'échange ont vu le jour dans le clubhouse pour que chacun puisse compléter son album. On a eu pas mal de doubles et on n'a pas complété complètement l'album. Donc effectivement, on vient pour... Aujourd'hui, c'est la bourse d'échange, donc on vient pour échanger et essayer de trouver le Graal, c'est-à-dire l'étiquette de mon fils que je n'ai encore pas. Et après quelques négociations... On l'a 2 fois. Je vais prendre les 2. J'ai eu la 174, non sans mal. Les vignettes ont dû être approvisionnées plusieurs fois. En tout, près de 7000 ont été vendues. Le but principal, oui, c'était ça, de voir les parents retrouver le plaisir quand ils étaient enfants et les enfants pouvoir découvrir ce système qui, avec le temps, c'était un peu perdu, je trouve. Lancée dans les années 50 en Italie, la magie des albums Panini n'est pas près de s'éteindre. Et puis c'est l'histoire insolite de cette édition. Passionné par les trains, Guy s'est offert une gare ferroviaire pour sa retraite.
Installé à Ricles dans le Gers, il a réhabilité cette gare désaffectée pour y habiter avec sa femme. À l'intérieur, on peut y trouver des objets de collection accumulés tout au long de sa vie, tels que des fauteuils de TGV ou des panneaux d'affichage. Sa maison est un véritable musée. Un reportage de Salomé Dubar chez notre partenaire de la Dépêche du Midi. Alors nous avons acheté cette gare en 2014 et nous avons vécu dedans à partir de 2015 parce que j'étais encore en activité à Paris. L'acquisition de cette gare est venue par rapport à ma passion des trains électriques, dont j'ai toujours joué aux trains électriques pendant toute ma vie, de l'âge de 10 ans je crois, jusqu'à aujourd'hui, et effectivement en allant sur des salons de modélisme acheter mes locomotives, mes voitures voyageurs. Donc j'ai stocké ça pendant 40-45 ans dans mon garage où j'habitais à Paris. Malheureusement, je ne pouvais plus rentrer mes véhicules. Donc quand est arrivé l'âge de la retraite, j'ai dit à mon épouse, il est absolument et impératif obligatoire pour exposer toutes ces pièces d'acheter une vieille gare parce que dans un appartement ou dans un pavillon, ça n'aura pas lieu d'être. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. J'ai été ravi de vous accompagner. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition.